Bonjour tout le monde encore une fois et bienvenue dans notre deuxième séance de ce module projet framework et développement. La dernière fois, on a démarré par une présentation du module, les objectifs, le déroulement du module, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment vous allez travailler durant ce module, comment on va faire l'évaluation, donc tous les détails. On a parcouru presque tous les détails et vous avez la présentation sur l'espace de cours euh, déjà présent sur le lien est déjà dans les emails que je vous ai envoyés. Ben, donc je vais commencer aujourd'hui comme promis une petite explication, une petite initiation à Git et GitHub, d'accord? Donc on s'est promis la dernière fois qu'on ferait une présentation de cet outil puisque on a déjà dit qu'on va travailler, que ça sera noté bien sûr, que vous allez travailler avec Git ou Git comme outil de versionning et plutôt GitHub comme plateforme ou autre plateforme si vous avez d'autres choix, vous êtes libre. Donc je vous invite tout d'abord à répondre à ces quelques questions. Donc vous trouverez un lien ici dans l'espace de cours, donc un lien vers Google Form, d'accord? Et vous essayez de répondre aux quelques questions qui sont déjà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà répondu. Donc essayez de répondre juste pour collecter quelques informations sur le niveau global des groupes. Par ailleurs, il y a l'autre deadline. Donc, je vous ai donné un deadline la dernière fois. C'était pour former les équipes, m'envoyer un mail contenant les membres de l'équipe avec leurs adresses mail, choisir un sujet par équipe, bien sûr, écrire la première version de votre product backlog et ajouter le product backlog dans un dashboard de Trello et m'inviter sur le dashboard de Trello de votre équipe. Donc, j'ai pas reçu assez de mails, ça d'une part. D'autre part, la date limite a été pour aujourd'hui, je crois, et je l'ai repoussé pour mardi puisque il y a certains qui vont assister pour la première fois et il se peut qu'ils ne sont pas au courant de deadline. Donc voilà, donc c'est reporté pour mardi. Donc essayez de le faire donc avant cette date limite, hein, donc le mardi avant minuit. Donc ça concernant le deadline. Donc sinon on va démarrer avec la présentation. Comment on peut nommer? Est-ce qu'on peut nommer Il y a ceux qui sont en train de se connecter avec des comptes hors domaine, donc je suis obligé de les accepter à chaque fois. Donc si je vais démarrer la présentation, je ne vais pas être au courant des notifications. Donc, bref. Et je crois que je ne peux pas nommer un modérateur pour la séance. Comme ça, il peut s'occuper des requests. Bref. Donc, on va passer à la présentation. C'est bon, est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? Juste, je dois m'assurer de ça. Oui. D'accord. Oui, monsieur. Donc, Monsieur Rad, الريكورد فيها séance. أي Oui. Donc يعطيك الصحة. donc ذكرني à chaque fois, qu'à chaque séance, essayez de me rappeler de faire l'enregistrement parce que je risque d'oublier ça. C'est un réflexe qui me manque déjà.
Monsieur, l'enregistrement تاع الفيديو تاع السيونس اللي فاتت يهبط على اليوتيوب. Ouais. دخلت على اللين اليوم، البارح دخلت على اللين نلقاها بريك، اليوم ما ابتداش. Le lien que je vous ai envoyé hier, c'était pas l'enregistrement de la séance dernière. La séance dernière, j'ai oublié de faire l'enregistrement. Donc, malheureusement, la séance n'était pas enregistrée. Donc, le lien que j'ai envoyé, c'était pour faire le streaming de cette séance-là. Et puisque le groupe A qui devait être présent de 8h à 10h se sont absentés tous, il y avait personne à 8h, donc le lien est mort. D'accord? Le lien a été annulé. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème avec son compte scolaire. Je vois que il y en a plusieurs qui se connectent avec leur compte personnel. Donc je suppose qu'il n'y a pas de problème à se connecter avec les comptes personnels. Soumaya, je vois que tu t'es présente déjà. Soumaya, Oui. ouais, est-ce que tu as reçu نعم. Monsieur le groupe هو اللي توا من 10 لنص النهار. Le groupe B, voilà, أنا ما زلت je fais la confusion. Le groupe B, de 8h à 10h, il y avait personne. Il y avait une seule personne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Moi aussi, j'ai cliqué sur les liens que vous avez envoyés, ça ne marchait pas. Bon, à 8h00, parce que j'étais vraiment... Mais ça ne marchait pas. Bon, fallait me contacter. J'ai attendu jusqu'à 8h30 et puis j'ai quitté. Il y avait une seule personne. Je ne me rappelle plus de son nom. Oui, c'est Salih Adnen. J'ai le même, Adnen, voilà. Un membre de mon groupe. Voilà, donc. Oui, je l'ai même contacté après pour le dire. C'est là où il me dit que non, que vous étiez seul. Mais moi, que si les liens, ça ne marchait pas. Bon, il fallait me contacter pour me dire, pour me signaler. Il fallait envoyer juste un mail pour me dire que le lien ne marchait pas et j'aurais réglé le problème, quoi. Mais bon. Ok, super monsieur. Actuellement, mon mail scolaire ne marche toujours pas. Je n'arrive pas à me connecter sur... Il y en a plusieurs qui se sont connectés avec leur compte personnel, je crois. Oui, moi aussi. Voilà, donc c'est une solution. Je ne sais pas, est-ce que ça marche aussi pour l'espace de cours ou non? Je ne sais pas. Non. Voilà. Donc pour les séances présentielles, pour les séances sur Meet, vous pouvez trouver la solution déjà. Vous avez déjà trouvé la solution avec vos comptes personnels. Pour l'espace de cours, essayez de régler le problème avec vos comptes scolaires. Donc comme ça, vous profitez de l'avantage du compte scolaire. Il y a énormément d'avantages que vous pouvez utiliser avec vos comptes scolaires, y compris l'espace de cours qu'on vient de créer. Sinon, je peux vous transmettre les différents supports par email si vous avez un problème ou à se connecter sur l'espace de cours. D'accord? Si on a quelqu'un qui a un problème à se connecter à l'espace de cours sur Google Classroom, il peut me contacter, je peux lui envoyer les différents liens et les différents fichiers qui existent sur l'espace de cours. Il n'y a pas de souci. D'accord? Okay. D'accord, monsieur. Bonjour. Et monsieur, un petit problème. شكون انت؟ ياسمين. مرحبا ياسمين. Un problème avec le compte scolaire, c'est ça? يعني ما حبش يتحل. Aucune idée, franchement, comment on peut régler ces problèmes-là. Donc, essayez de voir avec la scolarité, je ne sais pas qui. Monsieur, يمشيو للباتيمون 2. وين الكيشي نتاع البايمون. ثم غاديك نديرو يقولوا له عاود خرج لنا لي زاكسي عمل لنا ميزاجور على لي زاكسي نتاعنا ادريس يو ال تي، تو يعاود يخرج لهم ورقه اخرى جديده ويعمل ميزاجور للكونت.
Très bien. Youssef, à chaque fois, il y a comme la solution. Donc voilà, يعطيك الصحة انا Youssef. عندي نفس البروبليم. مسيو من غير ما يخرجوا لك ورقه تمشي ديريكت للسيرفيس انفورماتيك تقول لهم الميل راه ما يحمليش ويا معناتها Voilà, معناها les solutions موجودين يعني. انا عندي نفس البروبليم. بعثت ميل مدام ساره اليحيوي يا يوسف نيميرو ماتريكول نتاعك، تبعث لك بار ميل لي كوردوني نتاع الميل. Voilà, quelqu'un essaye de récapituler tout ça dans un email et il l'envoie à tout le monde. Donc voilà les alternatives. Youssef a parlé d'un bureau au bâtiment 2. Hsine a parlé d'une certaine madame, je ne sais pas qui avec uniquement un email, vous pouvez régler le problème. Voilà, essayez de vous faire de l'entraide entre vous afin de résoudre ces problèmes-là. Sinon, s'il y en a un problème toujours qui persiste chez quelques-uns, vous pouvez m'envoyer un email ou envoyer un email à vos camarades et vous pouvez récupérer tous les supports, tous les liens, toutes les dates. Si on a des deadlines, bien sûr qu'il y aurait des deadlines. Donc vous pouvez les récupérer uniquement par email. Vous n'avez pas besoin à faire le déplacement ou quoi que ce soit. Donc essayez de régler. Donc ce que je vous conseille, c'est de régler le problème de vos comptes scolaires. Comme ça, on s'assure que tout va bien pour tout le monde. D'accord? Monsieur, c'est quoi le compte scolaire اللي تحكيوا عليه بك؟ C'est un compte mail. C'est un compte mail avec le domaine ulttunisie.com, je crois. Donc c'est un compte chez Google Suite qui te donne accès à tous les outils Google G Suite. Voilà, donc par exemple un espace de stockage sur Drive illimité, par exemple les séances Zoom comme ça illimitées. Zoom, la version gratuite, elle ne supporte pas plus que 10 personnes. Donc on est connecté une vingtaine ou une trentaine maintenant. C'est grâce au compte scolaire. Donc s'il n'y avait pas de compte scolaire, on n'aurait pas pu se connecter tout le monde au même temps comme ça. Voilà, donc il y a plusieurs avantages, messagerie et tout. Donc il y a tous les avantages de la suite Google. Donc gratuit, bon, une version payante de Google, mais qui vous est offerte gratuitement. Donc voilà, par exemple, l'espace de stockage sur Google Drive, c'est illimité. Donc vous pouvez stocker vos données en illimité sur Google Drive tant que vous avez ce compte scolaire. D'accord? Bref, donc on démarre. C'est bon, les problèmes de compte, de session. On peut démarrer avec la présentation? Oui, monsieur. D'accord. Donc juste une remarque que je donne pour la deuxième fois. Essayez de vous connecter avec tes comptes, avec vos propres noms pour stocker et pour faire l'enregistrement des présences. Par exemple, cette personne, je ne sais pas qui elle me play, je ne sais pas c'est qui. Donc, d'accord? Il y a un plugin qui est en train de stocker chaque personne, quand est-ce qu'il est entré, quand est-ce qu'elle est sortie, combien il a resté de temps, d'accord? Donc, le participant, quand est-ce il a débarqué dans le meeting, quand est-ce qu'il a quitté le meeting et la durée de sa participation. Donc, il faut que ça soit avec vos propres noms pour pouvoir faire le tracking des présents. Bref, donc, on démarre. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, encore une fois? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on s'est promis la dernière fois qu'on aurait une initiation à Git et GitHub. On va s'expliquer un peu les notions de base et comment ça se passe avec Git et GitHub. D'accord? Donc, le plan de cette présentation va être comme suivant. Donc, on va voir les objectifs de cette présentation. Ensuite, on va passer à découvrir c'est quoi Git et le contrôle de version.
D'accord? Donc, il y a une notion de contrôle de version, une notion de Git. On va voir ce que c'est exactement. On va voir aussi pourquoi c'est important de faire d'utiliser ces outils-là. C'est quoi GitHub? D'accord? C'est quoi GitHub? Je crois qu'il y a... Donc, c'est quoi GitHub? L'installation, comment on peut installer Git sur la machine locale. Le workflow de Git, comment ça marche, comment ça tourne cet outil-là. Et les commandes de base qui nous permettent d'exploiter cet outil-là, d'accord? Et que vous en aurez besoin pour vos projets, d'avenir aussi, lorsque vous allez sortir dans la vie professionnelle. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble le principe de contrôle de version. On va essayer d'utiliser les commandes de base Git. On va faire une initiation à l'utilisation de Git dans les projets personnels et on va s'initier à contribuer dans des projets utilisant les contrôles de version, c'est-à-dire des projets là où il y a plusieurs intervenants, plusieurs contributeurs. D'accord? Donc, on appelle les intervenants sur un projet pareil dans des contributeurs. Donc, on va voir quels sont les outils qui nous permettent de contribuer dans des projets pareils. Et on va utiliser un service cloud de serveur Git, donc notamment GitHub. D'accord? Donc, pour démarrer, on va voir c'est quoi Git et le contrôle de version. Donc, Git, tout d'abord, tout simplement, c'est un système de contrôle de version distribué. D'accord? Donc, les systèmes de contrôle de version, il y en a plusieurs. D'accord? Git est un exemple de système de contrôle de version. Donc, en plus, il y a le principe d'un système distribué. Donc, là où il y a l'outil ou bien le service qui est centralisé et accessible à tout le monde. D'accord? Git aussi, c'est un outil gratuit et open source, donc il est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut utiliser Git gratuitement et son code source est ouvert pour tout le monde. Si on a qui a besoin de faire des modifications sur le code source ou bien faire sa propre version de Git, il a la possibilité de faire ça. Juste une petite remarque, Brabi, fermez les micros parce que c'est parfois gênant pour quelques-uns. Donc, en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est quoi? Donc, l'objectif derrière le contrôle de version et Git, c'est de garder les traces des projets et des fichiers. D'accord? Donc, au fur et à mesure que les projets et les codes dans les fichiers sont en train d'évoluer dans les projets, on peut garder une trace sur cette évolution-là. On peut garder une trace sur les modifications qui ont été effectuées sur les différents fichiers, sur les différentes lignes de code, d'accord, tout au long du projet, d'accord. Donc, il y a ici ce qu'on appelle un enregistrement des modifications. Donc, chaque modification qui est faite, ça peut être enregistré et on peut revenir à cette modification pour savoir les détails de cette modification à n'importe quel moment dans le projet, d'accord. Même si c'est une modification qui a été faite au début, à la fin du projet, on peut revenir pour voir qui a fait cette modification, pourquoi elle a été faite et qu'est-ce qu'il a modifié exactement. D'accord? Il y a un enregistrement de toutes les modifications qui ont été effectuées sur les différents fichiers d'un projet donné. D'accord? Donc, pour dire, ici, on peut avoir un historique des différentes versions d'un projet. Donc, un projet, il passe par différentes versions. Dans chaque version, il y a un ensemble de modifications qui sera apporté au code. Avec Git, on peut avoir un historique de différentes versions. On peut revenir à n'importe quelle version, par exemple, en cas de problème, si on arrive à une situation où le code il crash et l'application ne marche plus. On peut revenir dans l'historique et mettre en place une version fonctionnelle sans problème. D'accord? Donc, tout ça, c'est grâce à cet outil-là. D'accord? Donc, on peut garder
une trace des modifications. Voilà, donc si on a une erreur fatale dans une application à un moment quelconque durant le développement, pour une raison ou une autre, on peut revenir grâce à Git à une version stable, d'accord, là où il y a pas de bug, il n'y a pas de problème. C'est bon, d'accord? Oui, C'est bon, monsieur. Donc, dans un projet, il y a tout un cycle de vie par lequel il passe un fichier. Donc, un fichier, il passe par une étape de création, différentes étapes de mise à jour, et il y a la version finale. D'accord? Généralement, sans l'outil de contrôle de version, on ne peut pas, en étant à la version finale, on ne peut pas revenir sur les mises à jour précédentes. D'accord? On ne peut pas revenir sur quelle mise à jour a été faite, à quel temps, qui a fait la modification et comment elle a été faite. Donc, grâce à l'outil Git, on peut revenir dans le cycle de vie d'un fichier à n'importe quel moment. D'accord? Et voir qu'est-ce qui s'est passé à un moment bien déterminé dans ce cycle de vie. D'accord? Donc, il y a le contrôle de version des différentes étapes du cycle de vie d'un fichier. D'accord? Donc, c'est ce qui permet l'outil Git. Si on a, par exemple, plusieurs contributeurs qui contribuent à un projet, d'accord? Donc, si, par exemple, un fichier a été créé, il y a 2 personnes qui vont travailler sur ce fichier-là. Donc, ces deux personnes vont chacun créer sa propre copie du fichier. On va voir comment ça va se passer après avec Git. D'accord? Chacun, il va avoir sa propre copie sans pour autant toucher à la copie originale. D'accord? Chacun, il va avoir une copie du projet, du fichier sur laquelle il va travailler. Ils vont apporter chacun des mises à jour. D'accord? Donc ici, on aboutit à une nouvelle version pour chacun. D'accord? Chacun a une version du projet différente. D'accord? Le premier, il va, ce qu'on appelle, merger son travail dans la version, le fichier standard, le fichier principal. Donc, c'est-à-dire le fichier principal qui est dans le timeline là, il va être mis à jour avec les modifications apportées par la première personne. D'accord? La deuxième personne, il va continuer à faire les mises à jour et il va avoir une nouvelle version. Et ensuite, lorsqu'il va intégrer son travail dans le fichier principal, on va avoir une version finale qui contient toutes les modifications et les mises à jour apportées par tous les contributeurs. Et non seulement ça, on peut faire le rollback, on peut revenir sur n'importe quelle version et faire un tracking sur les modifications. Quand est-ce que les modifications ont été apportées? Qui a fait ces modifications-là? Pourquoi il les a faites? Et qu'est-ce qu'il a modifié exactement? D'accord? Donc, c'est l'avantage qui nous donne cet outil-là. D'accord? Donc, les questions, donc, pour résumer, quelles sont les questions qui Git nous permet de répondre? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a modifié exactement? Donc, c'est quoi la modification qu'on a faite? D'accord? On peut trouver, s'il y a une modification, on peut avoir 2 versions. Une version avant la modification et une version après. Là où on peut trouver quelles sont les lignes de code. Donc, on est précis aux lignes de code. Donc, quelles sont les lignes de code qui ont été ajoutées et quelles sont les lignes de code qui ont été supprimées? Quelles sont les lignes de code qui ont été modifiées? D'accord? Donc, on est précis par la précision. Donc, le niveau de granularité, c'est par ligne de code et non pas par fichier. D'accord? Donc, on peut trouver chaque ligne de code dans un projet, quand est-ce qu'elle a été créée et qu'est-ce qu'elle contient exactement lors de sa modification. D'accord? Donc, c'est la première question, c'est le quoi, d'accord? Quoi, qu'est-ce qu'on a modifié? La deuxième question, c'est qui a fait la modification, d'accord? La personne qui a fait la modification, on peut savoir qui a fait une telle ou bien une telle modification. Donc, chacun est responsable sur les modifications qu'il fait. Donc, ici, il y a une traçabilité sur les modifications et on peut savoir
qui a fait telle ou telle modification ou bien mise à jour. Donc, qui? La troisième question, c'est quand? On peut avoir la date et le moment exact de la modification, quand est-ce qu'elle a fait. Donc ça permet de revenir sur les anciennes versions pour savoir la modification, elle a été apportée à une telle date ou bien une telle date, c'est-à-dire elle est dans un tel sprint par exemple ou dans un autre sprint pour savoir dans quelle version du produit ou bien du produit final elle a été ajoutée cette fonctionnalité par exemple. Donc c'est la troisième question, c'est quand. Et la dernière question, c'est pourquoi. Pourquoi on a fait la modification. Donc ça, c'est grâce aux commentaires qu'on ajoute dans les commits. Exactement. Donc les commentaires qu'on ajoute dans les commits, on va voir après, lorsqu'on va envoyer des modifications, on doit mettre des commentaires pour expliquer pourquoi cette modification a été apportée, pour que les autres arrivent à comprendre notre vision de modification, qu'est-ce qu'on a voulu apporter comme mise à jour. D'accord? Donc, c'est les 4 questions qu'on peut répondre grâce à l'outil de contrôle de version et notamment Git. D'accord? Donc, bien sûr, sans oublier qu'on peut rechercher et restaurer une ancienne version à n'importe quel moment. D'accord? Donc ça, c'est un avantage très puissant avec cet outil-là. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, monsieur. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment pour poser une question, pour faire une intervention, ajouter une information manquante. D'accord? Si vous avez des interventions, n'hésitez pas. Donc, c'est pas un cours magistral. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Hein. Donc, pourquoi Git aussi c'est important? Parce que il y a tout un historique derrière Git, d'accord? Donc, quand on connaît que Git, tout d'abord, elle a été créée en 2005, donc par qui? Par Linus Torvalds. Est-ce que vous avez une information sur ce nom-là? Est-ce que vous connaissez c'est qui Linus Torvalds? Essayez de faire des petites recherches sur Google pour voir qui est Linus Torvalds. Qui a créé Linux? Voilà, donc Linus Torvalds, c'est le père créateur de Linux. D'accord? Donc, cette personne-là, donc Linus Torvalds, est, à mon avis, une des personnes les plus historiques dans l'histoire de l'informatique. Il a permis de créer 2 outils que aujourd'hui on ne peut pas imaginer l'informatique sans Linux et sans Git. D'accord? Donc, en fait, Linus Torvalds, comme j'ai dit, il est le père créateur de Linux. Et lorsque le projet Linux a commencé à prendre de la taille, il y a plusieurs contributeurs qui sont en train de travailler avec Linus sur le noyau Linux. Donc, il n'y avait pas des outils il y avait des outils de contrôle de version, de gestion de version, mais le moyen qui ont été en train d'utiliser, c'était le mailing. Donc chacun, il fait les modifications et il envoie les modifications qu'il a faites par email à Monsieur Linus et lui, il va voir les modifications reçues par email, d'accord? Et il les intègre manuellement dans le code, dans le noyau de Linux, d'accord? Donc, bien sûr, au fil des années, le projet Linux, c'est un projet de grande taille. Il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes qui sont en train de contribuer à écrire le code dans le noyau de Linux. Et imaginez une seule personne qui est en train de gérer une mailing list pour recevoir les modifications des autres personnes et pouvoir les intégrer par ligne de code dans le projet. Donc, c'est une tâche vraiment pénible
puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de contribuer. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs outils open source de contrôle de version, CVS, je crois, et Subversion de Apache, je pense. Mais il y avait des problèmes avec l'utilisation de ces outils-là. C'était, Linux, il dit que faire les mises à jour manuellement à travers les listes de mailing, c'est plus facile que utiliser CVS, d'accord, ou bien utiliser Subversion de Apache, d'accord. Donc, et puis, au fil des années, comme ça grandit donc de plus en plus, c'est devenu impossible de faire la gestion du mailing. Donc, ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Linus Torvalds plutôt, il a conclu un marché avec un outil, je crois que ça s'appelle BitKeeper. Donc, BitKeeper, c'est un outil de contrôle de version. Je ne suis pas certain du nom. BitKeeper, c'est un outil de contrôle de version payant et non pas gratuit. Donc, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans l'équipe de Linux à l'époque. L'équipe de Linux, c'était des vrais geeks de l'informatique, comme vous les connaissez, avec des grandes barbes, des cheveux longs, avec des grandes lunettes. Donc, c'était des acharnés de l'informatique. Et pour eux, il y a uniquement de l'open source. Il n'y a pas l'open source, pour eux, c'est une religion, c'est une philosophie qu'ils ne peuvent pas s'en passer. D'accord? Donc, et Linus, qu'il débarque avec un outil payant, bon, il y avait plusieurs problèmes, il y avait plusieurs conflits dans l'équipe de Linux, et finalement, Linus a imposé son idée, et il a imposé l'utilisation de BitKeeper pour faire la gestion des versions. Donc, le monsieur de BitKeeper, il a donné gratuitement l'outil à l'équipe Linux sous réserve de respecter deux conditions. Donc, la première condition, c'est de ne pas faire de reverse engineering sur le projet pour ouvrir son code source et faire les modifications, puisque c'est un projet payant. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'était de ne pas créer un outil qui va concurrencer son outil. D'accord? Il a donné l'outil gratuitement sous réserve qu'il respecte ces deux conditions-là. D'accord? Mais il y avait quelques personnes dans l'équipe de Linux qui n'ont pas respecté ces deux conditions. Donc, ils ont fait du reverse engineering pour créer un outil open source basé sur la même idée de BitKeeper. Et voilà, donc le contrat a été rompu et ils n'avaient plus accès au serveur de BitKeeper pour faire les échanges de code. D'accord? Donc, après un certain moment de bagarre et de conflit dans l'équipe, Linus a dit aux autres, on va prendre un break. Donc, je vais prendre une vacance de 2 semaines et après, on discutera, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, après 2 semaines, il est revenu, il a annoncé au reste de son équipe qu'il a trouvé la solution. Il a, pendant ces 2 semaines, développé un outil qui va permettre à leur équipe de travailler avec le contrôle de version, et il a annoncé Git. D'accord? Donc, Git, elle a été créée en 2 semaines à cause de ces bagarres-là pour les outils open source ou bien gratuits ou bien payants. C'était le conflit qui existait entre les différents membres. Bref, donc il a annoncé l'outil Git aux différents contributeurs de Linux, et c'était un outil optimal pour eux. Bien sûr, la version de l'époque, c'était, je ne sais pas en quelle année, en 2005, mais la version n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait bien sûr plusieurs modifications qui ont été apportées. Aujourd'hui, Linus Torvalds, c'est pas lui qui maintient le projet Git, c'est un certain Juno, je crois, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. C'est une autre personne qui est en train de faire le maintien de Git et de faire les modifications. Bien sûr, Linus
est toujours à la tête de l'équipe qui fait les mises à jour de Linux, d'accord? Mais Git et le projet a été attribué à une autre personne qui est aujourd'hui son maintainer. Et voilà, il fait les modifications, bien sûr. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de 15 ans de travail sur cet outil-là, donc avec les différents contributeurs. Donc, bien sûr, on a dit que c'est open source. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes du monde entier qui sont en train d'écrire du code et faire des mises à jour et des améliorations sur cet outil-là. Donc, c'est à peu près ça, un bref historique de l'histoire, d'accord? Donc, rien que cette personne-là, Linus Torvalds, il a créé Linux et il a créé Git. Donc, à mon avis, c'est une personnalité qu'on ne peut pas la connaître dans le monde de l'informatique. Aujourd'hui, Git est utilisé par la quasi-totalité des entreprises dans le monde. J'imagine pas une entreprise travaillant dans l'informatique et qui n'est pas en train d'utiliser un outil Git, une solution Git. D'accord? Il y a bien sûr plusieurs solutions, il y a plusieurs plateformes qui sont offertes partout dans le monde. Certaines sociétés choisissent à installer leur propre serveur Git privé. D'accord? Bien, certaines entreprises, comme les grandes entreprises, ils installent leur propre serveur Git privé, d'accord, sur lequel leurs développeurs ils ont travaillé, par exemple Microsoft ou bien Google ou je ne sais pas qui, ils ne vont pas utiliser des outils comme GitHub ou bien GitLab, ils ont leur propre serveur privé. Et bien sûr, la majorité des entreprises sont en train d'utiliser des plateformes commerciales d'hébergement, d'accord, comme GitHub, GitLab, Bitbucket, on va voir des exemples après. Donc, Git aussi est utilisé par plus que 80%, 88% des développeurs dans le monde. Donc ça, c'est d'après une statistique effectuée en 2018 par Stack Overflow, je crois. Donc, il y a plus que 88% des développeurs dans le monde qui sont en train d'utiliser Git. D'autres, ils sont en train d'utiliser d'autres outils de contrôle de version comme Subversion et CVS et d'autres. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas oublier que Microsoft a acheté le GitHub, par exemple, pour 7,5 billions de dollars, je crois, en 2018. Hein. Donc, vous pouvez imaginer l'investissement fait. Donc, pourquoi Git est important aussi? Donc, je vous donne cette image-là. Donc, ça, on peut le trouver dans plusieurs entreprises. Donc, en cas de feu, vous faites un commit, un push et vous quittez le building, d'accord? Donc, pour voir l'importance du Git. Hein. Donc, avant de quitter, il faut faire le commit et le push, d'accord? On ne peut pas laisser sa place sans faire passer son travail vers le serveur Git. Donc, après, on va voir ce que c'est un Git commit et un Git push. Hein. D'accord? Mais juste pour voir pourquoi c'est important chez certains, ça, on peut le trouver dans plusieurs entreprises. C'est une image qu'ils accrochent dans leur mur pour sensibiliser leurs développeurs à l'importance de Git. GitHub maintenant, c'est quoi? Donc, GitHub, c'est une plateforme web d'hébergement. Donc, c'est une plateforme web qui contient un serveur Git et qui offre ses services avec une version web, avec une interface, d'accord, pour leur utilisateur. Donc, il y a un serveur Git qui est offert comme un service, d'accord, et l'interface qu'on est en train d'utiliser, c'est une interface web très conviviale, d'accord. Bien sûr, il vous ouvre d'autres tunnels de communication avec le serveur, comme l'invite de commande par exemple, le SSH et d'autres. D'accord? Juste une seconde pour brancher mon chargeur. Voilà.
Donc, GitHub a été fondé en 2007, d'accord? Et puis il a acheté, alors, comme je viens de mentionner, acheté par Microsoft en 2018 pour 7,5 billions de dollars, d'accord? Il a la plus grande part du marché, d'accord? Donc la plus grande part du marché des plateformes web d'hébergement de services Git, c'est pour GitHub. Et il y a plus que 40 millions de comptes utilisateurs sur GitHub, d'accord? Ça, bien sûr, c'est d'après des statistiques sur Stack Overflow, je crois. Quoi d'autre? Donc, exemple d'alternative à GitHub. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser GitHub. Vous pouvez utiliser d'autres alternatives. Il y en a plusieurs, comme par exemple GitLab, Bitbucket, SourceForge, Launchpad, Google Cloud Source Repositories, AWS, donc Amazon, CodeCommit. D'accord? Donc ça, ce sont tous des alternatives à GitHub. D'accord? Ce que je préfère, c'est GitHub. J'ai essayé d'utiliser GitLab, j'ai essayé aussi d'utiliser Bitbucket, mais je me trouve personnellement plus à l'aise avec GitHub. D'accord? Bien sûr, sans pour autant vous obliger de travailler avec GitHub. Si vous avez d'autres préférences, si vous êtes à l'aise avec d'autres outils, d'accord, comme GitLab par exemple, ou bien Bitbucket, ce sont les plus connus, vous pouvez le faire. Hein. D'accord? Est-ce que on est bien d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose, nous rajouter une information? Hein? Monsieur, par rapport à GitHub et Bitbucket, c'est les mêmes commandes qu'on utilise toujours pour faire le... Bien sûr, ce sont les commandes Git. Donc, les commandes, ils sont standards. Ils sont les commandes Git. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous offrent un serveur Git, d'accord, à travers leur plateforme. Donc, les mêmes commandes qu'on utilise sur Git sont utilisables sur ces plateformes-là. Donc, ce qui différencie une plateforme d'une autre, c'est l'interface. Les autres services, par exemple, il y a des services payants, il y a des services gratuits, il y a des limitations sur les comptes gratuits, d'accord? Ce que ils vont t'offrir pour un compte payant. Donc, c'est ce qui fait la différence entre une plateforme ou une autre. Mais les commandes de base qu'on va voir tout de suite, ce sont les mêmes sur toutes les plateformes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? Ben, donc, on continue, je suppose. Donc, pour l'installation, donc pour installer Git, donc il y a plusieurs moyens de le faire. La façon la plus simple, c'est d'aller sur ce site-là, donc gitscm.com, d'accord, et de télécharger un petit exécutable si vous êtes sur Windows pour faire l'installation. Bien sûr, il y a des solutions pour Mac et d'autres, d'accord. Donc, une fois l'installation est faite, on peut vérifier que Git est bien installé avec git-version, d'accord. Donc, si par exemple, j'ouvre ici un terminal. Donc, à chaque fois que vous trouvez un dollar ici, c'est-à-dire c'est une commande qu'on va lancer. Hein. Donc, si sur ma machine, je lance git-version, git-, je crois. Voilà, donc git-version, il y manque un moins ici. Donc, git-version, il va nous donner la version, donc c'est la version 2.28 pour Windows. D'accord? Donc, ici, c'est 2 moins et non pas une seule. L'Office, il colle les moins dans une seule. Voilà. Ça, c'est plus clair. Ben, donc, git -version pour avoir la version de Git après l'installation, d'accord? Et on passe aussi ensuite à la configuration. Donc, Git, il nous demande, donc ça c'est pas GitHub, c'est Git. Il nous demande de fournir un username
et une adresse email, d'accord? Donc, la première chose à faire après avoir installé Git, donc Git -- version, c'est pour s'assurer que Git est installé, d'accord, correctement sur la machine. Et ensuite, on fait git config -- global, c'est-à-dire on va faire cette configuration globalement dans la machine. Donc, si on ne met pas -- global, on serait demandé de fournir à chaque fois le username et l'email, d'accord? À chaque fois, dans un nouveau projet, on nous demande le username et le user email, d'accord? On met -- global pour faire la configuration une seule fois sur toute la machine, d'accord? Après, si on fait l'initiation de Git sur n'importe quel projet, on ne va pas nous demander à chaque fois le username et le user email, d'accord? Donc ça, c'est la config, donc un username, un email, pour qu'il sache qui est la personne qui est en train d'utiliser le Git. Donc, est-ce que c'est clair pour l'installation? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va passer au workflow. Donc, le workflow, c'est très important. Donc, comment ça se passe dans Git? Donc, ce schéma, vous devez le mémoriser, d'accord? Vous devez tout d'abord le comprendre plus qu'une mémorisation. Donc, le workflow de Git est séparé sur 4 parties. Donc, il y a tout d'abord à gauche le working directory, c'est-à-dire le répertoire ou bien le dossier dans lequel vous êtes en train de travailler. D'accord? Donc, c'est l'ensemble de fichiers que vous êtes en train d'utiliser. D'accord? Donc, il y a aussi le staging area. Donc, staging area ou bien la zone de transit. D'accord? Donc, la zone de transit, qu'est-ce qu'on met dans la zone de transit? On met les fichiers qu'on souhaite que Git les traque. D'accord? Donc, on a dans le working directory un ensemble de fichiers de notre projet. Donc, si on veut que ces fichiers soient traqués par Git, on doit les ajouter. Donc, on doit faire un add. Est-ce que vous voyez ici le add? Donc, le add ici, c'est pour ajouter des fichiers du working directory dans le staging area, c'est-à-dire dans la zone de transit. Donc, les fichiers qu'on rajoute dans la zone de transit, ça sera les fichiers qui seront traqués par Git. Donc, chaque modification faite dans le working directory sur ces fichiers-là, elle sera captée par Git. Est-ce que c'est d'accord? Oui, merci beaucoup. D'accord. Donc, si par exemple, il y a des fichiers dans le working directory qui n'existent pas dans le staging area, c'est-à-dire ces fichiers, les modifications de ces fichiers-là, ils ne seront pas traqués par Git. D'accord? Git, il va traquer uniquement les fichiers qui existent dans le staging area. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui fait le request. Ben, donc, si on veut annuler, par exemple, l'ajout d'un fichier du staging area, donc, on fait reset pour arrêter que Git traque un fichier. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est add. Donc, add veut dire qu'on veut ajouter des fichiers dans la zone de transit pour que Git arrive à traquer ces fichiers-là. D'accord? Donc, chaque modification ensuite faite dans le working directory, elle sera passée le staging area. D'accord? Donc, une fois qu'on a ajouté les fichiers dans le staging area, d'accord, on peut faire le commit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le commit? C'est-à-dire, je vais enregistrer les modifications que je viens de faire dans le working directory. Donc, pour enregistrer les modifications faites dans le serveur Git local, donc dans le repository Git local, d'accord? Donc, ici, local, c'est pour dire que c'est dans la même machine. Hein. Donc, toutes ces 3 zones-là, c'est dans la même machine utilisateur, d'accord? On n'a pas encore parlé de serveur, d'accord? Donc, le working, staging ou local, c'est dans la machine locale de l'utilisateur, d'accord? Pour qu'un fichier soit ajouté à Git, on doit l'ajouter dans le staging area et ensuite faire le commit. D'accord? Donc, c'est ces deux
ces deux étapes sont nécessaires à chaque fois qu'on veut ajouter ou bien faire persister une modification. Donc, si on veut que Git enregistre la modification, on doit faire deux choses. Faire le add et ensuite le commit. D'accord? Donc, add et ensuite le commit. Si on veut faire un reset de commit, c'est-à-dire on veut annuler en commit, c'est généralement, vous n'allez pas utiliser cette commande que rarement. Hein. Donc ça, comme j'ai dit, c'est tout se passe dans la machine locale. Donc maintenant, si on veut envoyer le travail qu'on a fait vers un serveur distant, donc un remote repository. Donc ici, le mot repository, c'est pour dire le dossier ou bien l'espace dans lequel il y a le projet. D'accord? C'est pas un dossier, c'est pas un projet, mais c'est plutôt le dossier dans lequel existe un ou plusieurs projets. On peut avoir plusieurs projets dans le même repository. D'accord? Donc repository, ça ne veut pas dire projet, mais c'est l'espace ou bien l'emplacement où il y a le projet, d'accord? Parce qu'on peut avoir, comme j'ai dit, plusieurs projets dans le même dossier, c'est-à-dire dans le même repo. Donc maintenant, si on veut envoyer les travaux ou bien les modifications qu'on a faites du local vers le serveur distant ou bien le repository distant, ce qu'on appelle le remote, d'accord? On doit faire un push. Donc push, c'est une commande qui permet d'envoyer les modifications qui existent dans le serveur local vers le serveur distant. D'accord? Donc, on a dit qu'on a fait les modifications dans le working directory. On a ajouté les fichiers qu'on a modifiés dans la zone de transit. Ensuite, on a fait le commit. D'accord? Après le commit, on fait le push pour envoyer les modifications du local vers le remote. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ces étapes-là? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est le principe pour faire envoyer des modifications vers un serveur distant. D'accord? Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire si un projet existe dans le serveur distant, on peut s'approprier de ce projet-là et le télécharger, entre guillemets, dans notre projet, dans notre machine locale. Donc, ceci se passe avec un pool. Donc, si on fait un pool, c'est-à-dire qu'un projet sur le remote, on va le télécharger et l'utiliser dans le working directory. Ensuite, les modifications qu'on fait sur ce projet-là, ils vont passer par l'enchaînement qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. D'accord? Donc, si un projet existe déjà, on peut le pooler, on peut le tirer du serveur local, d'accord, pour le mettre dans le working directory. Ensuite, il va subir le workflow Git qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Monsieur? Oui. Monsieur? Oui. كي بعد نعمل ريموت ونعاود نعمل شانجمون معناها نعمل كوميت وكل شيء يا اخي باش نعاودوا نحطوه في السيرفر معناها هذيك نتاع الريموت ريبوزيتوري يا اخي باش يرجع بنفس الاسم معناها نفس البروجي معناها الفيرسيون القديمه ما عادش تبدا موجوده ولا معناها اسم اخر معناها فيرسيون هنا ça dépend des manipulations. Si par exemple le remote repository est géré par une seule personne, par exemple moi j'ai un projet que je suis en train de suivre, que je suis en train de travailler sur ce projet-là en mono. Je suis seul. D'accord? Ici, je vais faire les modifications directement sur les codes sources. D'accord? Malgré que c'est déconseillé. D'accord? Donc, il y a ici la notion de branche. D'accord? On va voir après ce que c'est une branche. Donc, une branche, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué que lorsqu'on... Là, je reviens vers... L'exemple du fichier, monsieur. Hey, l'exemple, je fais un Billy. Voilà. Donc ici, s'il y a plusieurs contributeurs, chacun, il va avoir une copie. C'est ça ou non? Donc, en fait, dans le jargon de Git, vous voyez le flèche au milieu. Le flèche du milieu, ça s'appelle le master.
c'est-à-dire le projet original. D'accord? C'est le code source original. Les copies qu'on fait ici, ça s'appelle des branches. D'accord? C'est-à-dire si on va apporter des modifications, donc la bonne pratique dit que on doit faire une branche. Donc une branche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une copie du projet. D'accord? On fait une copie du projet, on fait les modifications sur cette copie-là. Donc chacun fait les modifications dans sa branche. Ici, j'ai pas voulu évoquer la notion de branche parce que c'était primitif. D'accord? Donc chacun, il fait les modifications sur sa propre branche. D'accord? Ensuite, si ces modifications, après avoir été testées et intégrées dans le projet principal et ça marche, tout va bien, on peut les ajouter donc, dans le master, ce qu'on appelle un merge. D'accord? On va merger la première branche avec le master, c'est-à-dire les modifications apportées dans les branches, ils vont être intégrées dans le master. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Voilà, donc ici, la notion de branche, elle est une notion indispensable pour vous pour travailler sur les projets. D'accord? Donc, c'est indispensable de faire des branches. Donc, chacun, il fait une branche, c'est-à-dire une copie, donc, dans laquelle il peut essayer tout ce qu'il veut. يعمل اللي يحب في le projet. Ensuite, si vous arrivez à faire une bonne version, la fonctionnalité que vous allez développer dans la branche, c'est une fonctionnalité qui réussit et vous pouvez l'utiliser. Ensuite, vous pouvez demander à la merger dans le master. Si ça ne marche pas, vous pouvez supprimer la branche et faire une nouvelle copie et faire le travail de nouveau. D'accord? Donc, le nombre de branches et faire des branches sur le Git, c'est pas limité. Vous pouvez faire des branches autant que vous voulez. D'accord? Ok, d'accord. Ben, est-ce que j'ai bien répondu à votre question, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. D'accord. Merci à vous. Ben, donc, revenons à ce workflow. Donc, j'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions ou bien quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire? Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà travaillé avec Git et ont une idée sur ce workflow-là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose ou bien faire une remarque? Ben, donc, tant que c'est clair, on peut passer à découvrir les différentes commandes de base. Donc ici, le principe que je viens d'expliquer, ça va être traduit en des commandes. C'est-à-dire, on va voir les commandes pour faire le add, pour faire le commit, pour faire le push, pour faire le pull, d'accord, le fetch. Donc tout ceci, il va être traduit en des commandes, avec le terminal ou bien la console. Donc, tout d'abord, pour créer un nouveau repository, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit initier un nouveau repository local. Donc, comment ça se passe? On fait git init et le nom de projet, d'accord? Ou bien git init tout simplement, d'accord? Si on est dans le projet local, hein, donc git init. Donc, ça permet d'initier un nouveau projet Git, donc un nouveau repository en local. Donc, si on souhaite télécharger depuis un repository distant, d'accord, un remote, on fait git clone, donc c'est-à-dire qu'on va cloner, d'accord, un projet qui existe déjà dans git clone et on donne l'adresse de repository distant. Est-ce que c'est clair? Donc, pour créer un nouveau projet, il y a deux alternatives. Ou bien que ce soit un projet qui vient d'être créé, qui vient d'être initié à l'instant même, donc on fait git init, d'accord? Et si c'est un projet qui existe déjà et on souhaite le copier, on fait git clone. Donc, c'est-à-dire on va faire copier ou bien cloner le projet qui existe déjà. D'accord? Donc, puisque c'est un projet qui existe dans un serveur distant, on doit mettre l'URL du repository dans lequel existe le projet. C'est bon? Ok, c'est bon, Ejma? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'initiation. Ben, donc, si on veut observer un repository, c'est-à-dire voir si
on peut lister par exemple les nouveaux fichiers, modifier les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés, non encore committés. C'est-à-dire s'il y a des nouveaux fichiers qui ont été rajoutés ou bien des anciens fichiers qui ont été modifiés et le commit n'est pas encore fait. D'accord? Donc, on fait git status. Donc, git status, il va nous donner quels sont les nouveaux fichiers qui ont été ajoutés au projet et qui ne sont pas traqués et quels sont les fichiers qui sont traqués et qui ont été modifiés. D'accord? Ça nous donne le git status, ça nous donne une statistique, donc une liste de ces fichiers-là. D'accord? C'est pour observer le repository interne pour voir quels sont les fichiers qui ont été modifiés ou bien les nouveaux fichiers, ou bien même les fichiers qui ont été supprimés. Hein. Donc, on peut aussi afficher l'historique des changements grâce à Gitlog. Donc, Gitlog, il nous donne l'historique des différents changements qui ont passé par le repository. D'accord? Il nous donne à une telle date donnée, à l'heure précise, Flen, donc une personne a fait telle ou telle modification. Donc, il a fait le commit Flen, d'accord, avec le nom du commit, avec le message du commit et les fichiers qui ont été modifiés. D'accord? Donc, Gitlog, ça nous donne un historique des changements. Pardon? Oui. مسيو سامحني مسيو ما نجمش تعمل كيما لي توتو معناها براتيك on va passer à faire ça باش نجربوها مع بعضنا ان شاء الله. D'accord, merci beaucoup. On va voir مع بعضنا ان شاء الله. Ben, pour enregistrer un changement, donc vous devez me répondre à cette question. Hein. Pour ajouter un fichier dans la zone de transit, qu'est-ce qu'on fait? Git add. Git add, parfait. Donc, git add et on donne le nom du fichier. D'accord? Git add et on donne le nom du fichier. Si on souhaite ajouter, par exemple, si on a dans un projet plusieurs fichiers, c'est-à-dire on a par exemple une centaine ou une dizaine, par exemple, de fichiers qu'on souhaite ajouter dans la zone de transit. On ne va pas se marrer par ajouter git add le nom du fichier, donc on va pas faire la commande une dizaine de fois. D'accord. Comme parfait. Donc, comme vos camarades viennent de le mentionner, on met juste un point pour dire qu'on va ajouter tous les fichiers. D'accord. Donc, git add point pour ajouter tous les fichiers dans la zone de transit. Donc, ensuite, pour faire le commit des fichiers, c'est pas dans le commit des fichiers. Donc, si on veut faire le commit des fichiers dans la zone de transit, qui existe dans la zone de transit, on fait git commit -m pour dire le message et on écrit le message de commit. D'accord? Le message de commit ici, c'est pour expliquer pourquoi on a fait la modification. Et c'est très important, il ne faut pas le négliger. Hein? Il ne faut pas écrire n'importe quoi dans le message. D'accord? Parce que si vous allez vous habituer à écrire n'importe quoi dans le message, après vous aurez des problèmes lors de la récupération des anciennes versions ou dans l'affichage de l'historique. Donc il faut être précis pour dire les modifications apportées dans ce commit-là, ça concerne telle ou telle ligne de code ou telle fonctionnalité. D'accord? Il faut être précis dans les commits. Qu'est-ce qu'on a modifié exactement? D'accord? C'est quoi la modification apportée? Pour laisser une traçabilité sur l'historique des commits. Hein. Ensuite, la synchronisation avec le dépôt distant. Donc, si on veut chercher les dernières modifications dans l'origine, donc origine ici, c'est pour dire le repository remote. D'accord? Quand vous trouvez origine, c'est-à-dire le remote repository. D'accord? Donc, ça s'appelle origine dans le jargon Git. Donc, si on veut chercher les modifications qui ont été apportées au serveur distant, au dépôt distant, sans faire de merge, juste pour voir qu'est-ce qui a été modifié. D'accord? On fait git fetch.
D'accord? Donc, git fetch, c'est voir les modifications. Donc, vous pouvez voir ici le son, il est en gras et souligné. Hein? Donc, sans faire de merge. D'accord? Donc, juste voir qu'est-ce qui a été modifié. D'accord? Donc, on fait git fetch. Si on veut chercher les dernières modifications dans le remote repository et faire le merge, donc c'est-à-dire mettre à jour le projet local avec le distant, on fait, pardon, je ne vous ai pas entendu, monsieur. Git pull. Git pull, parfait. Donc, on fait git pull. D'accord? Donc, git pull, elle permet de tirer. Donc, pull en anglais, c'est tirer. Donc, on va tirer le projet qui existe à distance dans le working directory, c'est-à-dire on va écraser les fichiers qu'on est en train d'utiliser. D'accord? Si on souhaite envoyer des modifications faites en local vers l'origine, donc qui existe dans le serveur, dans le repo local vers le repo remote, d'accord? On fait Git push. Git push, parfait. Donc git push. Donc c'est la commande utilisée pour envoyer les modifications qui ont été committées, si le mot est correct bien sûr, après le commit dans le local, on fait git push pour envoyer les modifications vers le remote, d'accord? Vers le serveur distant. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Oui, monsieur. Ben. Il fait sur le pôle, Ben, il fait sur le pôle. C'est-à-dire la différence. Oui. Ben, donc, ici, on a le remote repository, ce qu'on appelle l'origine. D'accord? Si on veut chercher les modifications, on a dit que sur un serveur remote, il y a généralement plusieurs personnes qui sont en train de travailler. Si par exemple le projet a été mis à jour, d'accord, le projet a été mis à jour, et moi j'ai pas les modifications, j'ai pas les dernières modifications apportées par X ou Y, d'accord. Si je veux juste voir qu'est-ce qui a été modifié, sans modifier la version que j'ai dans mon working directory, d'accord, je vais garder la même version que j'ai, mais juste je veux savoir qu'est-ce qui a été modifié sur le remote, d'accord. Je fais un git fetch. D'accord? Donc, git fetch, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de chercher, il permet de comparer la version que j'ai en local avec la version qui existe sur le remote sans faire la modification, sans que les modifications sont téléchargées et installées en local. Est-ce que c'est clair pour le fetch? D'accord. Donc, si maintenant je suis conscient que le projet que j'ai en local, il est obsolète. Il y a plusieurs modifications qui ont été faites et je dois mettre à jour mon projet pour pouvoir suivre le rythme des autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je fais un git pull. Donc, git pull, ça permet de télécharger le projet et le mettre dans le working directory, c'est-à-dire je vais perdre la version que j'ai et avoir la dernière version qui existe sur le remote. D'accord? Ben. Donc, je reviens. Ben, d'autres questions, s'il vous plaît? Vous êtes dans le branche. Ben, donc on passe. Donc, pour travailler avec les branches, donc on a dit tout à l'heure que la notion de branche, elle est indispensable. On doit, si on est en train de travailler avec Git, on doit obligatoirement travailler avec les branches. Donc, on a une branche master, c'est la branche principale, d'accord? Cette branche, c'est la branche originale qui contient le projet principal. D'ailleurs, il y a une anecdote qui, je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y a des organisations qui souhaitent changer ce mot-là, master. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou non? Donc, c'est un mot utilisé depuis la nuit des temps, comme on dit, dans le Git. Hein. Depuis la création de Git, on utilise la notion de master et branch. D'accord?
aujourd'hui, on souhaite changer master pour rien que ça donne une impression d'esclavage, un truc comme ça. Donc, ça se fait pas quand on dit master, parce que quand on dit master, il y a forcément des esclaves derrière. Bon, il y a des personnes qui défendent cette théorie-là. Bref, juste une parenthèse que j'ai souhaité ouvrir avec vous. Donc, il y a la branche principale qui est master, et il y a les autres branches ou bien les autres copies du projet, d'accord, que les développeurs ou bien les contributeurs créent pour pouvoir travailler, d'accord. Donc, pour lister toutes les branches qui existent en local pour un projet donné, on fait git branch. Donc, git branch, il va nous donner une liste de toutes les branches qu'on a sur le projet, d'accord. Si on souhaite lister toutes les branches locales et distantes, donc git branch, c'est pour les branches en local. Si on souhaite afficher celles à distance aussi, on peut ajouter -av, donc le flag av, pour afficher les locales et les distantes. Si on souhaite créer une nouvelle branche, d'accord, locale, donc nommée MyBranch, donc ça dépend de branche. Donc ici, le nom de la branche, généralement, ça doit être significatif par rapport à la fonctionnalité qu'on souhaite développer. Donc, lorsqu'on crée une branche, c'est pour développer quelque chose. Donc, le nom de la branche doit être de préférence significatif et en relation par rapport à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut développer. D'accord? Donc, il faut bien choisir aussi les noms des branches. Donc, on fait git branch et le nom de la branche, ça va nous créer une nouvelle branche avec le nom qu'on vient de mentionner. D'accord? Donc, ça, c'est pour créer une nouvelle branche. Je répète ici qu'une branche, c'est une copie du fichier, du projet sur laquelle on peut travailler librement. D'accord? Comme on fait une copie de fichier pour travailler, et ensuite, c'est le travail qu'on a fait doit être persisté et réussi, on fait le merge, sinon on abandonne et on peut supprimer cette branche, on peut voir après comment on supprime une branche. Donc, toujours dans l'utilisation des branches, une fois une branche créée et je souhaite basculer dans la branche, je fais git checkout et le nom de la branche. Si par exemple j'ai créé une branche nommée MyBranch, donc avec git branch MyBranch, je peux ensuite passer ou bien basculer sur cette branche-là avec git checkout MyBranch, donc il va basculer sur la branche que je suis en train d'utiliser. Donc, merger, si on souhaite merger, donc on a dit qu'après avoir travaillé sur une branche et testé la fonctionnalité qu'on est en train de développer, et c'est bon, tout est réussi, et on va faire le merge du travail qu'on a fait, donc c'est-à-dire les lignes de code qu'on a ajoutées et les lignes de code qu'on a modifiées, on va les merger dans la branche principale. Donc, on fait git checkout branche B. Juste une petite parenthèse ici, on n'est pas obligé toujours de faire le merge dans le master. On peut faire le merge dans une autre branche, d'accord? Et finalement, le cumul des merges, il peut être mergé dans le master, d'accord? C'est-à-dire, on peut merger des branches entre eux et ensuite merger dans le master. On n'est pas obligé à chaque fois de merger dans le master, hein. Donc ici, on est en train de merger, l'exemple qu'on est en train de voir, on est en train de faire le merge entre une branche B et une branche A. On va faire le merge de la branche A dans la branche B. C'est-à-dire la branche B, c'est elle qui va contenir les modifications que le développeur a apportées dans la branche A. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit basculer vers la branche B, la branche qui va recevoir, c'est-à-dire, donc git checkout branche B, on va basculer dans la branche qui va recevoir les modifications. D'accord? Et ensuite, on fait git merge branche A. C'est-à-dire, on va
apporter les modifications, voilà, importer plutôt les modifications qui ont été faites dans la branche A, dans la branche dans laquelle on est déjà, c'est-à-dire la branche B. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Ben. bon. Donc, une fois une branche n'est plus utile, et par exemple les modifications qui ont été apportées à cette branche ont été émergées ou bien ça a été abandonné pour n'importe quelle raison, si on souhaite supprimer cette branche-là, donc d'ailleurs c'est parmi les bonnes pratiques, c'est de supprimer les branches qui ne sont plus utiles. D'accord? S'il y a une branche qui n'est plus utile, il vaut mieux la supprimer. Donc, on fait git branch -d pour dire delete et le nom de la branche qu'on souhaite supprimer. Bien sûr, on ne doit pas être dans cette branche-là si on souhaite la supprimer. On doit être dans une autre branche. D'accord? Donc, si on souhaite supprimer une branche, on doit être sur une autre branche et faire le git branch -d pour supprimer une branche quelconque. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Oui. Ben. Donc, en cas de besoin, donc bien sûr, on n'a pas couvert toutes les commandes, ce sont les commandes de base que vous aurez besoin. Donc, en cas de besoin, vous pouvez utiliser le help, d'accord, avec git, le nom de la commande -help pour afficher le help, ou bien vous pouvez visiter ce site-là, donc training.github.com pour plus d'aide et d'entraînement sur ce sujet-là. Et bien sûr, le fameux Google, n'ayez pas le complexe de faire des recherches même basiques de n'importe quelle chose. Hein. Donc, il y a les plus grands développeurs du monde avec des dizaines d'années d'expérience et qui sont en train de googler quotidiennement des choses très banales et très basiques. Donc, n'ayez pas le complexe de recherche sur Google parce que c'est tout à fait normal. Hein. Est-ce que c'est bon? oui, monsieur. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va passer à faire un exemple. Donc, je crois que j'ai, à part la présentation que je vais vous l'envoyer sur l'espace de cours, je vous enverrai, Inch'Allah, un petit PDF qui résume les commandes et qui contient déjà une explication des différentes commandes. Juste 2 secondes. Donc, on va voir. Je crois que c'est celui-là. Voilà, donc je vais vous envoyer le document header. Je crois que j'ai un autre document. Contenant c'est pas ça. C'est pas ça aussi. Bref. Donc j'ai un autre fichier ainsi de suite. Ben. Donc on va essayer de faire une petite application sur ce qu'on vient de voir. Hein. Donc je vais créer un nouveau fichier ici, un nouveau dossier plutôt. Shift-N. Mon projet. Donc je vais ouvrir l'invite de commande. Ben, donc pour faire l'initiation, donc on fait git init. Hein. Donc git init, elle permet de faire l'initiation d'un projet. Donc initialized
empty git repository. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça permet de créer en fait? Donc, ça permet de créer un dossier caché, un dossier caché. Hein? Donc, ici, ce dossier-là, .git, c'est un dossier caché parce que moi, dans mon système, je suis en train d'afficher les fichiers cachés, donc hidden item. Je suis en train de les afficher, mais sinon, vous n'aurez rien. Hein? D'accord? Donc, juste, il faut cliquer sur afficher les éléments cachés pour voir ce dossier-là. Donc, ce dossier-là, c'est le dossier Git qui va permettre de faire le tracking des modifications. D'accord? Il y a toutes les configurations, Riro, d'accord, pour faire le tracking. Hein? Ben, donc, normalement, on a, c'est un dossier caché. Oui. Monsieur qui traite à mon projet, عملت كليك دروا حليت التيرمينال جيت هكاك حليت git bash. حليت git bash. Donc en fait, lorsque dans l'installation, j'ai parlé de git SCM, si vous vous rappelez. Donc là, dans l'installation, j'ai parlé de cet outil-là, donc git SCM. Donc, quand vous téléchargez et vous installez Git à partir de cet outil-là, il va vous installer un terminal qui s'appelle Git Bash. D'accord? Donc, il y a ce terminal-là. D'accord? Donc, ce terminal, ça s'appelle Git Bash. Donc, vous pouvez le voir ici avec son icône. D'accord? Git Bash. D'accord? Et il peut être intégré dans le menu contextuel de Windows. Donc, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de Windows, il vous permet de lancer le terminal Git Bash dans n'importe quel endroit. D'accord? Dans l'endroit où vous avez cliqué, il vous permet de lancer le terminal sur cet endroit-là. Donc l'avantage, qu'on n'est pas obligé de naviguer. D'accord? Donc ici, il y a un autre terminal. Donc ici, le terminal est déjà sur document mon projet. D'accord? Je ne suis pas obligé de naviguer vers le projet, vers le dossier dans lequel je suis. D'accord? Si vous ne souhaitez pas utiliser Git Bash, vous pouvez faire Shift et clic droit. Quand vous faites Shift et clic droit, vous avez la possibilité d'avoir OpenShell, pas PowerShell plutôt de Windows, ou bien Linux Shell si vous avez installé le subsystem de Windows. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est d'ouvrir l'invite de commande avec la façon dont vous voyez la bonne. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est d'ouvrir l'invite de commande de la façon que vous convient. D'accord? Oui, c'est bon. Ben, donc, personnellement, j'utilise Git Bash. D'accord? Donc, on a Git init. Donc, Git init, ça permet d'avoir un dossier caché qui s'appelle .git. D'accord? Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un nouveau fichier. D'accord? Donc, nouveau fichier. Donc, je vais mis par exemple index.html. D'accord? Ben. Donc, si on fait git status, aussi, ici, on dit no commit yet. Donc, تذكروها git status, est-ce que vous vous rappelez de cette commande-là? Donc, on a dit que git status, elle permet de donner un état, sur les fichiers. Voilà, donc on va afficher les nouveaux fichiers et les fichiers qui ont été modifiés. D'accord? Donc, il nous dit qu'il n'y a pas de commit, d'accord? Et qu'il y a un fichier qui n'est pas traqué, d'accord? Il y a index.html. D'accord? Donc, on souhaite que Git il traque le fichier index.html. Qu'est-ce qu'on fait? Git add index.html. Exactement. Donc, parfait. Git add. Parfait, comme ça. Donc, git add index.html. Donc, ça permet à Git de traquer
le fichier index.html. Si on fait git status maintenant, il y a un nouveau fichier qui s'appelle index.html. D'accord? On n'a pas encore fait de commit. On est sur la branche master. Donc, je vous ai dit que par défaut, il y a la branche master, c'est-à-dire la branche principale, la branche principale voilà, du projet. D'accord? Par défaut, on est sur la branche master. D'accord? On n'a pas fait de commit. D'accord? Et on a un fichier qui est en train d'être traqué. D'accord? Il y a le fichier index.html. D'accord? Bien sûr, ce fichier est traqué, mais on n'a pas fait de commit. Hein. Donc, on va ouvrir notre projet avec VS Code. Donc, personnellement, j'utilise VS Code et je ne sais pas si vous allez utiliser d'autres outils. Pour ouvrir le projet avec VS Code, il suffit de taper code point, c'est-à-dire ouvre-moi VS Code sur ce projet-là. Il va lancer VS Code sur le projet qu'on est en train d'utiliser. D'accord? Ici, on a le fichier HTML. On va donc on va ajouter du code dans le fichier HTML. H1. Hello world. Donc on fait maintenant après avoir fait les modifications, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire git. Allez. Qu'est-ce qu'on fait pour persister ces modifications là? Le fichier a été modifié. Git commit. Donc git status tout d'abord pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc git status, il nous dit que il y a des modifications not staged for commit qui ne sont pas dans la zone de transit. Donc il est en train de faire le suivi de ce fichier-là. Déjà, ce fichier-là n'a pas été commité. Et ensuite, il y a des modifications qui ont été faites sur ce fichier-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour persister ces modifications-là? Il faut ajouter tout d'abord git add index.html. Exactement. Et après, on fait la commit, git commit, le nom du fichier. Moi, aime le message. Parfait. Donc, les deux étapes de git add et de git commit, ils sont nécessaires à chaque modification. Chaque modification faite dans le working directory, on doit ajouter les fichiers modifiés dans le staging area et ensuite les commiter. D'accord? Donc, le staging area, c'est une zone de transit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une zone de transit? C'est-à-dire, on peut renoncer aux modifications. Hein? Donc, je peux ajouter des modifications dans le staging area. Avant de faire le commit, je fais un reset. Je ne veux pas faire le commit. D'accord? J'annule mes modifications. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on souhaite faire le commit, il faut passer par le add et le commit. D'accord? Il y a deux étapes. Donc, comme votre camarade vient de mentionner, on doit faire le git add et le git commit maintenant. Si on fait git commit directement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi les modifications qu'il va prendre en charge? Monsieur, le fichier index HTML est vide. Parfait. Exactement. Quand est-ce qu'on a fait le add? On a fait le add de le fichier HTML. Après la création. Exactement. Parfait. Juste après la création, le fichier est vide. D'accord? Le fichier est vide. Si on fait un commit maintenant, il va enregistrer les modifications, la première modification qui est l'ajout, la création d'un nouveau fichier. Les modifications qu'on vient de créer, il ne va pas les prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il les prenne en charge? On doit faire git add. D'accord? Maintenant, si on fait git status, il dit changes to be committed. Il y a des changements dans le fichier là qui vont être committés. Et il ne me dit pas qu'il n'y a pas de
des modifications qui ne sont pas dans la zone de transit. D'accord? Donc maintenant, si on fait git commit -m et on doit donner le message, donc initialize index.html. Donc on va faire le git commit. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un fichier changé, il y a 11 insertions, d'accord? 11 insertions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a créé 11 lignes de code. On a inséré 11 lignes de code, d'accord? Donc c'est ce qu'il est en train de voir. Donc un seul fichier modifié, 11 lignes de code créées, d'accord? Dans le fichier index.html. D'accord? Oui, voilà, donc on a vu jusqu'ici. Monsieur, juste une question avant de passer. Comme monsieur index.html اللي هي الاولى بالكل اللي ما فيهاش الا وورد هذيك elle n'a pas été committée. هذيك si on a committé هذيك راهي تقعد لنا. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que أصلا j'ai bien compris ou là? Votre camarade me demande est-ce que le premier add qu'on a fait, c'est-à-dire le add où le fichier HTML est vide, est-ce qu'il va être traqué ou non? À mon avis, non, parce qu'on n'a pas fait le commit. D'accord? On a fait uniquement, on l'a déplacé vers la zone de transit. Juste 2 secondes. On l'a ajouté dans la zone de transit sans faire le commit. Donc, si on ne fait pas le commit, il ne va pas garder un historique en local. D'accord? Donc, le staging area, c'est une zone transitoire, d'accord, qui ne fait pas le tracking. Hein. Donc, juste, c'est pour avoir les fichiers dans une zone de transit avant le commit. Ben, donc, git commit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire un git log. Donc, le git log, il nous dit que l'auteur, c'est Flen. La date, c'est samedi 17 octobre, l'heure qu'elle. Donc, le commit qui a été fait, c'est initialize index.html. D'accord? C'est le commit qu'on vient de faire tout à l'heure. Hein. Donc, le git log, il nous donne un historique des commits. Donc, il y a ce commit-là, d'accord, qui a été fait avec les détails Hadom. D'accord? Si on va avoir d'autres commits, donc par exemple, si je vais ajouter ici un paragraphe, donc paragraphe UL par exemple, LI, ben, donc là, les modifications qu'on vient de faire. Donc si on fait git status, il y a des fichiers changes not staged for commit, donc pas de modification dans la zone de transit. Donc on fait git add et ensuite git commit. Donc on va faire add paragraph and list. Donc on a fait le commit et ensuite on fait le git est-ce que vous êtes en train de voir hein? Git commit -m. Oui, monsieur. Voilà. Donc git commit, il nous dit que donc معلش عملت git status ما تحددش الكوميت
commit, nothing to commit. معرفش بيه ما خداهمش معرفش عملت أنا j'ai fait une mauvaise manip apparemment. Ben, je vais supprimer ceci. Donc je vais faire git add, git commit, delete list. Voilà. Git log. Il m'a dit que voilà, donc il y a 3 commits qui ont été faits. Il y a le premier c'est initialisation, ensuite il y a le deuxième add paragraphe et le troisième c'est delete list. Donc chaque commit avec son auteur qui a fait la modification et sa date exactement et qu'est-ce qui a été modifié, c'est quoi la nature de modification qui a été faite. C'est pour cela tout à l'heure que je vous ai dit que les messages de commit c'est très important. Il faut bien veiller à bien les écrire soigneusement pour que ça soit clair. D'accord? Ben, on va créer une branche. Si c'est clair, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est bon? Oui, monsieur. Ben, donc, on va créer une branche. Donc, on va voir ici que si on tape git branch, il nous dit qu'il y a uniquement une seule branche master. D'accord? Je vais créer une nouvelle branche. Je vais add table. D'accord? Donc, si maintenant je fais git branch, il me dit qu'il y a 2 branches, add table et master. Et vous remarquez ici que master, il est écrit dans une couleur différente et il y a un astérix devant le master. D'accord? Donc ça, c'est pour dire qu'on est sur la branche master. D'accord? Si on souhaite basculer sur la branche, la deuxième branche, il y a add table, on fait un git checkout. D'accord? C'est la branche add table. Donc switched to branch add table. Donc vous remarquez ici que le nom de la branche a changé. Hein? Donc dans le terminal déjà, il te donne le nom de la branche dans laquelle on est. Donc si on fait git branch, il nous liste les branches. Maintenant c'est add table qui est en vert et un astérix est devant son nom. D'accord? Donc ici c'est git add table, c'est une copie du projet, d'accord, sur laquelle on peut travailler, d'accord. On peut venir ici et ajouter un tableau table table head لا هذا العكس فما تي هيد حقا هي تي هيد فوالا tr th name phone et adresse. Ensuite on a tbody tr td l'entrée. Voilà. Ben, donc ces modifications sont en train d'être effectuées sur le add table. D'accord? Bon, si on fait git checkout master, donc le master il nous dit qu'il est en retard par rapport bon là on peut pas le voir. Le master il est en retard par rapport à l'autre branche. Hein. Donc il y a des modifications qui sont en train d'être effectuées sur cette branche là et qui ne figurent pas dans le master. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va كيفاش هي git لحظة برك نسيت الcommande pour faire la comparaison entre
C'est Git diff, monsieur. Diff. Deep, oui. Pour faire la comparaison, mais je vais ندخل برشا في les détails. Ben, ben. Donc la commande اللي يحكي عليها صاحبكم c'est git diff. Donc j'ai pas voulu le نحكي عليها, c'est entre guillemets un peu avancé, mais c'est on la laisse dans un autre temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On veut juste appliquer ce qu'on venait de voir. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est les modifications qu'on a faites. Merger, voilà, donc exactement. Sur le add table, on doit les merger. Donc pour pouvoir les merger, tout d'abord, on doit s'assurer qu'on n'est pas dans la branche qu'on est en train de merger. D'accord? Tout d'abord, ça, on doit faire le git add. D'accord? Donc git add pour ajouter. Donc le git commit. Donc on a add table of users. Voilà. Donc on a des modifications sur la branche add table qui n'existe pas dans le master. Donc on souhaite faire le merge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout d'abord, on peut check out vers le master. Exactement. Donc, il nous donne la modification qu'on vient de faire, qu'elle est faite sur le add table et non pas sur le master. D'accord? La dernière modification. Donc, comme votre camarade vient de dire, donc on va faire un check out vers le master. On va basculer vers le master et ensuite on va faire le merge. C'est ça ou non? Donc, git merge. Donc, qu'est-ce qu'on va merger? On va merger la branche qui s'appelle add table. D'accord? Donc, il nous dit qu'il y a un fichier changé, 27 lignes insérées. D'accord? Donc, et la branche add table et maintenant la branche master contient les mises à jour effectuées par le développeur qui a travaillé sur la branche add master. D'accord? Donc maintenant la branche add table n'a pas d'importance, donc on peut la modifier, on peut la supprimer plutôt. Donc add branch, donc moins D exactement. Donc moins D, donc deleted branch add table. Si on fait maintenant git branch, il nous dit que il y a uniquement la branche master qui existe. D'accord? Donc ça, c'est un petit exemple sur ce qu'on a fait sur le travail avec Git en local. Maintenant, si on veut utiliser Git à distance, donc on va faire une inscription. Donc on n'a pas de temps pour faire l'inscription. Je vais ouvrir une autre session là où j'ai un camp déjà. Donc voilà, donc c'est GitHub, d'accord? Si on veut créer un projet sur le serveur distant de GitHub, on fait new. On est le 17 aujourd'hui, 17/10/2020. Git. D'accord? Donc on va le laisser public. On va pas ajouter de readme file, de gitignore. Juste on va cliquer sur create. Donc ce process là, il va permettre de créer un projet sur Git. D'accord? Donc il nous donne les deux possibilités. Soit on souhaite créer un new repository on the command line, c'est-à-dire si on n'a pas un projet qui existe déjà et on souhaite créer un nouveau,
Donc, il nous donne les commandes qu'on a déjà faites, c'est-à-dire git init, git commit, d'accord? Et ensuite, il ajoute la branche distante. Donc, pour ajouter la branche distante, donc, on va uniquement faire ceci. Hein. Donc, je vais add remote, git remote add origin, c'est-à-dire, je vais ajouter une branche remote, c'est-à-dire distant, un serveur au serveur distant. On va ajouter origin, ça veut dire le projet à distance. Donc, c'est quoi son adresse? C'est cette adresse-là. Donc, juste, je vais copier cette commande-là. Je vais revenir sur mon invite de commande. Je vais la coller. Donc, comme ça, le serveur Git local, il sait qu'il va communiquer avec un serveur distant qui existe sur cette adresse-là. D'accord? Le projet existe sur cette adresse-là. Donc, ensuite, je vais faire le push. D'accord? Donc, ce qui nous manque ici, c'est le push. Si vous vous rappelez que s'il y a un travail sur le local et on souhaite l'envoyer, on va utiliser un push. D'accord? Juste ici, on utilise cette commande-là. Donc, git push -u origin main, c'est-à-dire on va quand on trouve le mot origine, ça veut dire l'adresse distante. Hein. Donc, on peut écrire origine ou bien à chaque fois écrire cette adresse. Donc, origine, c'est plus simple. Hein. Donc, je vais coller. Donc, je fais vite parce que on est déjà à midi. SSDLF spec not doesn't much any. نبدلوها apparemment. Origin master. Voilà. Donc, je vais faire le push dans le serveur distant dans la branche master. D'accord? Donc, comme ça, il va faire le push. D'accord? Ici, master, c'est pour le nom de la branche. Maintenant, si on va sur le projet à distance et on actualise la page, on peut trouver notre fichier index.html, d'accord, avec son code source, d'accord, avec les différentes versions qui existent déjà. On a une seule branche, d'accord. Il a dit qu'il y a 4 commits qui ont été faits, d'accord. Si vous vous rappelez bien, on a fait 4 commits, on a initialisé, ensuite on a ajouté le paragraphe, delete. Donc tout ce qu'on était en train d'utiliser en local existe déjà et traqué déjà par le serveur distant, mais ici l'interface c'est plus simple, c'est une interface web qui est plus simple à utiliser et plus conviviale. D'accord? Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui souhaite créer une branche, d'accord? Donc on peut ici créer une branche de ce projet-là. Donc on peut télécharger le code, d'accord? Créer des branches et faire le push. Donc juste une petite remarque, si vous allez travailler ensemble, vous devez donner l'autorisation à vos camarades pour utiliser votre repo. Donc vous allez sur le setting du projet. Donc sur le setting de projet, il y a Option Manage Access. Voilà. J'ai oublié. J'ai oublié où on met. Permission, c'est pas ici. Il y a un sage. Le Manage Access. Manage Access. Le Manage Access, où on peut ajouter des contributeurs. Ah, voilà. Parfait. Donc, invite collaborator. تبدلت برشا par rapport à l'autre مرة دخلت. Donc, ici, on peut ajouter des collaborateurs. Donc, les personnes qu'on souhaite travailler avec sur un projet, on doit les donner leur autorisation. On doit leur donner l'autorisation avec ici, donc vous allez sur Setting, donc Manage Access et Invite a Collaborator. Donc ici, on peut, si il est déjà inscrit sur GitHub et on connaît son username, on peut taper directement username. Par exemple, ici,
Et si par exemple je connais cette personne-là, je peux l'ajouter directement s'il a un compte, ou bien si je souhaite l'inviter par email, d'accord, je tape son email et comme ça il va recevoir un email, il va être invité sur le projet et comme ça il a accès au projet par modification et il peut faire les branches et faire les push ainsi de suite, d'accord. Voilà. Donc, on a déjà dépassé le midi. Monsieur. Oui. J'ai une question par rapport à la configuration globale. La configuration globale, c'est au début qu'on les fait. Au début, voilà. C'est pour configurer Git en local. Avant de commencer même avec Git init. Avant, oui, bien sûr. Avant Git init. Donc, ici, je les ai mis déjà juste avec l'initiation. D'accord, juste avec l'installation, pardon. Donc, ici, la première chose après l'installation, donc on peut faire git -- version pour s'assurer que Git est installé sur le système. Donc, juste git -- version, c'est pour s'assurer que Git existe déjà. Donc, on doit le configurer pour pouvoir l'utiliser. Donc, on nous demande uniquement un username et un user email, pas plus que ça. D'accord? Compris, monsieur. Ben, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, oui. L'email doit être forcément l'email enregistré sur GitHub. De préférence, oui. Donc, de préférence, vous devez donner des emails corrects pour que après vous ne rencontrez pas des problèmes avec la configuration avec GitHub. Donc, si vous donnez n'importe quel email, vous aurez du mal à configurer ensuite votre Git avec GitHub. Hein. Compris. Donc, il vaut mieux faire une bonne configuration pour éviter toutes sortes de problèmes. Parce qu'ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interface avec laquelle vous communiquez. Toutes les informations sont passées et reçues à travers l'invite de commande. D'accord? Donc, il vaut mieux être précis pour ne pas tomber dans des problèmes. D'accord? Oui, monsieur. Voilà, donc n'oubliez pas le rendez-vous du mardi, s'il vous plaît. Donc, vous avez le deadline pour envoyer la liste des équipes et des projets. C'est pour le mardi. Hein. Donc, le deadline, ça sera pour le mardi, j'ai oublié à quelle heure. Voilà, donc le mardi avant minuit. Hein. Mardi avant minuit, donc. Et Monsieur, concernant Monsieur, والله ما سمعتش مادموزيل شنو نقروا والله ما سمعتك الفوت مع شنو الفوت نورمالمون شو اسمه شفته البارح سي Minstack, mais honnêtement, je ne suis pas très optimiste sur le planning horaire. Honnêtement, j'espère bien نخلطوا Minstack. نبدأ Angular, on va voir Angular. On va faire une application avec Angular, une petite application, c'est-à-dire une initiation à Angular. Donc Angular, il est connu par sa difficulté dans la courbe d'apprentissage. Donc l'apprentissage au début d'Angular, c'est pas facile. Donc on va essayer de s'approprier les notions de base d'Angular, se maîtriser, c'est-à-dire le framework, d'accord, et espérons bien qu'on arrive à passer au back-end, c'est-à-dire Express ou Mongo. Espérons bien. Monsieur, je نزيدوا des séances اخرين كما كفايناش. Le planning نتاعكم, j'ai pas la dernière version du planning. On peut ajouter des séances, j'ai pas de souci avec ça, mais juste il faut vérifier avec l'administration et le service planning. J'ai pas de souci pour ça. Donc il faut que vous mettez d'accord tout d'abord et ensuite vérifier la possibilité de faire des séances supplémentaires avec l'administration. Pour le moment, je suis disponible. Vérifiez avec l'administration la faisabilité. Je ne sais pas, est-ce que c'est faisable avec l'administration ou elle est. D'accord. Personnellement, j'ai pas de souci, je suis disponible.
juste il faut vérifier la faisabilité avec le service planning, vérifier avec Madame Olfa, il se peut qu'elle peut régler ça. D'accord. une autre alternative ما لازم يكون التنسيق مع الجروب اللي هو مسيو نجموا نعملوا بالثمانية ونص النهار بروجراماسيون معناها ديفلوبمون ندخلوا لي دو جروب مع بعض يظهر لي يقراوا حاجه اخرى اون باراليل هما تو يظهر لي يقراوا في حاجه اخرى يقراوا بيج داتا في بالي هي معناتها التنسيق يصير مع الادمينستراسيون اي ماني قلت لك الادمينستراسيون هي اللي في يدها هي اللي تشوف في البلانينغ الكل هما ils peuvent gérer ça و اسكو هما ils peuvent tolérer باش تقراو ماتيير معناها دوبل اوغير ولا لا هذه ما نعرفش شنو الاستراتيجيه نتاعكم انا بيرسونيلمون ما نجمش نجاوب في بلاصتهم فهمت شنو داكور تنشوف ماشي ولي دو جروب معناها ندخلوا معناها فرد جروب يوسف باش ندخلوا فرد جروب شتو لي فوضى اي هم شوفوا كيفاه ما توليش فوضى J'espère que c'est bon, la séance s'est bien passée. Il y a une plus-value dans vos connaissances. Brabi, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à faire des réclamations. S'il y a quelque chose qui vous ne va pas, n'hésitez pas à le réclamer. Vous me dites que cette méthode ne nous aide pas à apprendre ou bien il vaut mieux faire ça ou ne pas faire ça. Donc, essayez de donner des feedbacks pour qu'on avance et qu'on atteint les objectifs qu'on a mis. D'accord ? D'accord, merci. Merci bien à vous. Donc, vous trouverez, Inch'Allah, l'enregistrement de cette séance ainsi que la présentation que j'ai faite sur l'espace de cours Google Classroom, Inch'Allah. Okay. D'accord. Merci à vous. Bon week-end à tous et à samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Slema.